à notre analyse. Okay. Et nous rappelons que cette formation enregistrée, voilà. Okay. Ok, le thème soumis à notre, le thème soumis à notre analyse dans ce workshop est l'introduction à l'économétrie des données de panel, théorie et application. C'est juste une introduction. Nous n'allons pas en fond. Nous disons ce que c'est que les données de panel. Et s'il y a des notions que vous ne comprenez pas, vous pouvez nous interrompre et puis donner des explications. Ou également, si vous avez des éléments à apporter dans l'explication, vous pouvez nous arrêter. Puis, ensemble, nous allons donner ce que nous connaissons. OK. Je suis Kouabran Yves Roland. Je suis doctorant en politique économique et modélisation, voilà, à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. OK. Le plan de notre workshop est le suivant. D'abord, avant de parler de données de panel, nous allons donner la définition. Qu'est-ce que c'est que l'économétrie? Parce que les données de panel font partie du domaine économétrique. Ensuite, faire une présentation générale des données de panel. En 3, avantages des données de panel. 4, inconvénients des données de panel. Voilà. La perfection n'est pas de ce monde. Voilà. Donc, tous les modèles que nous construisons ont toujours des imperfections. 5, format des données et logiciels. 6, spécification de la modélisation des données de panel. Juste faire un petit exemple sur un logiciel. OK. Qu'est-ce que l'économétrie? Avant de parler d'économétrie, nous allons voir d'abord la notion de modèle, parce que c'est à partir des modèles que nous construisons, c'est à partir de ces modèles que nous pouvons appliquer la méthode les méthodes économétriques, la notion de modèle. Il est délicat de fournir une définition unique d'un modèle. On ne peut pas donner une définition standard pour dire que le modèle, voici ce que c'est qu'un modèle. Dans le cadre économétrique, nous pouvons considérer qu'un modèle consiste en une représentation formalisée d'un phénomène. C'est-à-dire quoi, nous voulons résoudre un problème et nous essayons de conceptualiser ça sous forme d'une équation. Nous construisons un modèle sous forme d'équations dont les variables sont des grandeurs économiques. Et nous rappelons qu'ici, nous sommes dans le domaine économique. Voilà. L'économétrie, c'est un domaine qui est lié à l'économie. OK. Le modèle est donc l'outil que le modélisateur, le statisticien, l'économiste, bon, la personne qui veut faire cette étude-là, c'est cette personne-là qu'on appelle le modélisateur, il utilise lorsqu'il cherche à comprendre et à expliquer des phénomènes. Voilà, donc pour ce faire, il émet des hypothèses et c'est à partir de ces hypothèses-là qu'il construit son modèle. Voilà. Et ce n'est pas que des économistes qui construisent des modèles. Nous avons des sociologues, des physiciens, voilà. Et puis, bon, des mathématiciens, bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, la notion de modèle n'est pas seulement liée au domaine économique. Et je rappelle que pendant la progression, si vous avez des questions, vous pouvez signaler et puis on va vous laisser intervenir. OK. OK. La définition proprement dite de l'économétrie, une définition simple. L'économétrie est un outil à la disposition de l'économiste qui lui permet d'infirmer ou de confirmer les théories qu'il construit. Et les économistes étaient reconnus comme des personnes qui étaient de grands théoriciens. Ils affirmaient, ils émettaient des hypothèses, mais ces hypothèses n'étaient pas vérifiées. Et vu ces nombreuses critiques, voilà, les économistes ont décidé de confirmer leurs différentes hypothèses par une méthode, par l'économétrie. C'est-à-dire quoi, ça vient confirmer ce qu'ils disent. Souvent, nous avons l'habitude de dire, bon, quand quelqu'un dit quelque chose, on demande la preuve. Donc, l'économétrie permet de donner une preuve que les hypothèses que nous émettons, c'est vraiment la réalité. Donc, les théoriciens poursuivent des relations, l'application de méthodes économiques fournit des estimations sur des valeurs, des coefficients ainsi que des prévisions attendues. Ce sont des résultats attendus naturellement. OK. L'économétrie, elle peut être définie comme l'application des méthodes statistiques à l'étude des phénomènes économiques.
voilà, l'application des méthodes statistiques à une étude économique. Voilà. Nous progressons. Donc, l'économétrie est souvent décrite comme la partie de l'économie qui s'occupe de la mesure, du quantitatif. Voilà, c'est notre unité de mesure en économie. L'unité de mesure des théories économiques, c'est l'économétrie. Voilà. Comme pour les distances, c'est le mètre. Voilà. Donc, l'économie, c'est l'unité de mesure, c'est l'économétrie. Voilà. On peut ajouter également que l'économétrie est héritière à la fois des mathématiques. Nous avons parlé au début des modèles. Voilà, modèles mathématiques, de l'économie et des statistiques. Ce sont ces trois éléments-là réunis qui donnent vraiment un sens aux études économétriques. Donc, elles se fondent sur des modèles économiques qui viennent confirmer à un ensemble de données, voilà, qu'elle vient confronter un ensemble de données, voilà, données de panel, séries temporelles, etc., etc. Comme tout domaine, nous avons précisé que comme tout domaine, l'économétrie se fonde sur trois piliers. Et ces trois piliers, à savoir la théorie, comme je l'avais signifié tout à l'heure, la théorie, les données, les méthodes. Voilà. Au début, l'économiste il se basait seulement sur les théories, émettre des hypothèses, tout ça. Mais après ça, après ces théories, il va falloir les vérifier par des données. Et comment vérifier ces données? C'est par des méthodes. Voilà, donc c'est tout ce sablage-là qui permet de donner un sens vraiment à l'économétrie. Donc, nous allons voir succinctivement les différents piliers. Voilà, d'abord, nous avons le premier pilier de l'économétrie, c'est la théorie économique. Voilà, ce que j'ai dit au début, la théorie économique. Voilà. Et ensuite, nous avons le deuxième pilier, les données. Les données que nous utilisons pour pouvoir faire les analyses. Voilà, nous pouvons prendre l'exemple du PIB de la Côte d'Ivoire, par exemple. Voilà, des données. Et aussi, non, avant d'arriver là, je veux signifier quelque chose. Pour tester les théories économiques, l'économétrie utilise les données observées, les informations fournies par un échantillon. Voilà, c'est à partir de là que nous pouvons commencer notre analyse économique. Donc, l'économétrie a principalement recours à trois types et deux formats de données. Voilà, trois types sont les données chroniques où on parle également de séries chronologiques, des séries temporelles, des données qui sont indiciées dans le temps, le PIB de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, les données en coupe longitudinale. Ça peut être le PIB en 2009 de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et les données de panel, voilà. On parle aussi des données croisées, ce sont des données que nous croisons, tout ça. Et c'est-à-dire quoi? Le PIB, comme exemple, le PIB de 2000 à 2010 de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Il y en a plusieurs individus qui sont indicés dans le temps. Et puis, deux formats de données. Et nous avons les données quantitatives. Nous avons les données quantitatives et les données qualitatives. Voilà. Donc, c'est un peu ça. OK. Nous poursuivons. Le troisième pilier de l'économétrie, nous avons parlé des méthodes. Voilà. Des méthodes, plusieurs méthodes. En économétrie, il y a plusieurs méthodes pour un problème précis. Voilà. OK. Donc, nous avançons. Nous avançons. Et là, nous faisons une comparaison entre un modèle économique et un modèle économétrique. Voilà. Le modèle économétrique, nous avons pris l'exemple de la loi psychologique de Keynes sur la consommation. Les économistes qui sont connectés, voilà, ils savent de quoi je parle. Voilà, l'équation, c'est C consommation égale à bêta 0, la constante plus bêta 1. Voilà. Donc, cette loi dit quoi? Lorsque le revenu d'un individu, selon Keynes, le revenu d'un individu augmente, il a tendance à augmenter sa consommation, mais pas dans les mêmes proportions que l'augmentation de son revenu. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a aujourd'hui 500 000
peut-être que sa consommation dans le mois peut faire peut-être 300 000. Et demain, le mois prochain, il a soit 1 million. Et ce n'est pas parce que cet individu a 1 million qu'il va venir, il va consommer peut-être dans les mêmes proportions que lorsqu'il avait les 500 000. C'est vrai qu'il va augmenter sa consommation. Il a 1 million. Peut-être qu'avant, il consommait 300 000 de ses 500 000. Peut-être qu'il va augmenter sa consommation à 400 000 avec ses 1 million. C'est vrai, sa consommation a augmenté, mais pas dans les mêmes proportions que le niveau de son salaire. Voilà, donc c'est là un peu, grosso modo, la loi psychologique de Keynes. Voilà. Ça, c'est le modèle économique, consommation égale la consommation en fonction du revenu. Et le bêta 0, c'est la constance. Et le bêta 1, c'est la proportion marginale à consommer, la part du revenu consacré à la consommation. Nous devons savoir que le revenu que nous avons, nous n'utilisons pas tous le revenu que nous avons pour la consommation. On peut épargner, on peut faire voilà, d'autres choses. Voilà. OK. Le modèle économétrique. Et à la différence du modèle économique, nous voyons que le modèle économétrique, c'est donc le modèle économique auquel on ajoute un thème d'erreur. C'est-à-dire quoi? Dans la consommation, il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas. C'est que nous n'arrivons pas à voir les éléments aléatoires, les effets aléatoires. Nous ne maîtrisons pas tous ces éléments-là. Donc, pour pouvoir mesurer ces effets, ces éléments que nous ne maîtrisons pas, nous ajoutons les thèmes d'erreur. On peut dire que la consommation est fonction du revenu. Mais nous pouvons savoir que nous ne devons pas ignorer que même les prisonniers, ceux qui sont dans une prison, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus, mais ils mangent. Donc, si on établit une équation de consommation des prisonniers, on ne va pas dire qu'ils ont un salaire, ils ont un revenu. Donc, c'est tous ces différents trucs, bon, on essaie, bon, voilà, de canaliser dans le thème d'erreur. On peut se tromper dans tous les modèles ne sont pas fiables à 100%. C'est un phénomène que nous voulons conceptualiser, nous voulons présenter. Voilà, c'est un truc un peu fictif, imaginaire que nous voulons présenter. Donc, ce qui est dans l'imaginaire, lorsque nous voulons implémenter, présenter, c'est vrai, ça peut être à 99% égal à ce que nous pensons, mais pas à 100%. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on ajoute un thème d'erreur au modèle économétrique. Donc, c'est ce qui donne le sens du modèle économétrique. C'est en ajoutant un thème d'erreur au modèle économique qui nous donne un modèle économétrique. Ça, c'est la définition de l'économétrie un peu, grosso modo, voilà. OK. Donc là, la première partie est du modèle bêta 0 plus bêta 1, YT constitue la partie systématique. C'est la partie naturellement semblable au modèle économique. Et puis, la deuxième partie, la partie stochastique, la partie aléatoire, ce que nous ne maîtrisons pas. Voilà. OK. À présent, avant de passer aux données du panel, je vais demander s'il y a des suggestions, des questions, des éléments à apporter. Voilà. Donc, je vais laisser juste 2 minutes si certains veulent réagir ou poser des questions. Monsieur Cabran. Oui, oui, docteur. OK, merci déjà pour la présentation et puis pour l'initiative. Okay. Je pense que ça nous permettra également de partager. Je voudrais d'abord réagir sur la définition. Vous avez utilisé un auteur tout à l'heure là. C'est pas, c'est Barbanchot. Vous pouvez venir un peu en arrière. Voilà. Barbanchot, c'est quelle année en fait? OK, l'année, je n'ai pas précisé. Mais si vous avez l'année, vous pouvez apporter. Non, bon, j'ai pas, comme c'est maintenant l'auteur, c'est cela que je demande, quoi. Ah, OK. Bon, c'est un élément qui nous a... Okay. Éventuellement, si on peut peut-être utiliser son ouvrage ou bien son document, il serait intéressant de mettre l'année. OK, c'est compris. C'est bien noté. Maintenant, ce que je voulais revenir dessus, c'était aussi l'importance de l'économétrie. OK. C'est-à-dire qu'à la base, l'économétrie avait été créée, n'est-ce pas, pour pouvoir faire la différence entre des théories. Ça veut dire que s'il y a deux théories qui ne sont pas d'accord sur un phénomène,
l'économétrie permettait effectivement de trancher. Voilà. Et ça, tu l'as bien expliqué. Mais à la base même aussi, l'économétrie avait été créée pour aussi diffuser en fait ce qu'on appelle les études quantitatives en fait. Voilà, pour diffuser les études quantitatives. Donc, vous allez voir, si vous regardez bien dans l'histoire, vous allez voir que au départ, il y a eu ce qu'on appelle la revue économétrique qui avait été créée. Voilà, pour pouvoir diffuser la pensée effectivement quantitative. Voilà, parce que quand il y a une étude quantitative qui est menée, par exemple, dans un autre pays, il fallait partager en fait les résultats. Voilà. Donc, l'économétrie aussi avait été créée sur cette base-là. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que avec l'économétrie, on a allé un peu plus loin. C'est-à-dire on a dépassé le volet même, tester les théories et autres, pour aller jusqu'à la prévision. Voilà, donc, c'est ce que je voudrais ajouter, quoi. Ok, merci docteur. Voilà, merci pour ces apports. Ok, merci. Ok, donc nous, nous poursuivons. Présentation générale des données du panel. Voilà. Et comme l'intervenant de tout à l'heure, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les noter. Et puis, lorsque on aura une lucane, vous pouvez également apporter vos suggestions. OK, merci. Données en couple, séries temporelles et données du panel. Données en couple, ce sont des données qui sont, avant même de parler des données du panel, nous allons présenter d'abord les données, les différents types de données. Et ensuite, nous allons présenter les données du panel. Et les données en couple sont des données sans dimension temporelle. Elles sont relativement des unités statistiques telles que les ménages, les entreprises, les salariés. Voilà. On peut prendre des travailleurs. Voilà. Et puis, voilà. Et puis ensuite, nous avons, c'est-à-dire quoi, l'ordre des données traduit seulement l'ordre des identifiants des individus. On donne des identifiants aux individus. Nous voyons généralement ce genre de données dans le cas des enquêtes. Et ensuite, nous avons les données, les séries temporelles. Les séries temporelles sont des séries, sont des données qui ont une dimension, qui possèdent une dimension temporelle et elles sont relatives à une variable d'une seule unité statistique observée à plusieurs occasions. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le PIB de la Côte d'Ivoire, par exemple, de l'an 2000 à 2010, une série observée dans le temps. Et l'ordre temporel des données est vraiment importante car elles ne sont généralement pas indépendantes du temps. Ce sont des données qui évoluent dans le temps. Voilà. OK, données du panel ou données longitudinales. Avec une dimension temporelle, elles sont relatives à plusieurs unités statistiques pour lesquelles on observe plusieurs variables à différentes occasions. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut prendre un exemple. J'avais dit au début que le PIB des pays de l'Afrique de l'Ouest, bon là je n'ai pas spécifié, mais on peut prendre le cas des pays de l'UEMOA. On peut prendre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo et autres. On les observe, c'est-à-dire de 2000 à 2010. Voilà, ils ont un identifiant qui est le pays, ils ont le temps qui est l'année. Voilà. Donc, ce sont ces ensembles de données des individus qu'on les observe dans le temps. Donc, l'ordre temporel des données est important car elles ne sont généralement pas indépendants dans le temps. Voilà. Donc, les données de panel, c'est le croisement entre les données en couple transversale, ce sont les données, les unités statistiques et les séries temporelles. Voilà, c'est le croisement entre ces deux données, ces deux types de données qui donnent les données de panel. Donc, la définition que nous pouvons donner est proprement dite aux données de panel selon CIAO 2003. Des données de panel comprennent un suivi d'un échantillon d'unités statistiques dans le temps. Il contient ainsi plusieurs observations pour chaque individu de l'échantillon. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est la définition de CIAO 2001-2003. Un panel
est ainsi une répétition en coupe dans laquelle on suit des individus, des entreprises, des pays, etc. Voilà, dans le temps. C'est pourquoi on parle parfois de données longitudinales. OK. Nous avons parlé de panels, oui, mais il existe différents types de panels. Il y a les micro-panels et puis les macro-panels. Les micro-panels, un micro-panel pour lequel le nombre d'individus excède largement le nombre de périodes. C'est-à-dire, on peut prendre deux pays dont l'observation part de 1960 à 2020. Voilà, la dimension. Non, 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 non. Le nombre d'individus dépasse le temps. C'est-à-dire que nous avons 50 pays, donc on observe sur peut-être 10 ans. Voilà, micro-panel. Et le macro-panel, et une précision, c'est qu'un panel, c'est un panel pour lequel le nombre d'individus est proche du nombre de périodes. Ou encore, c'est un panel où le nombre de périodes excède le nombre d'individus. Voilà. Et ça, c'est la définition standard. Sinon, d'autres considèrent les macro-panels comme des données, comme des bases de données où la dimension temporelle est supérieure au nombre d'individus. On peut considérer comme un macro-panel. Et aussi, nous avons les panels cylindrés. Voilà, on parle de panels cylindrés lorsque toutes les unités sont suivies à chaque date. Il n'y a pas de trou. C'est-à-dire que lorsque nous prenons une étude sur la Côte d'Ivoire et les États-Unis, nous savons que généralement les données des États-Unis, par exemple, quand nous prenons le PIB, généralement, ça date des années 1800 pour les États-Unis et pour la Côte d'Ivoire, généralement, si je ne me trompe pas, à partir de 1960. Donc, si nous voulons faire une étude sur la Côte d'Ivoire et les États-Unis ensemble, nous sommes obligés de prendre les observations des États-Unis à partir de 1960 jusqu'à nos jours, jusqu'à 2020 ou jusqu'à 2023. Donc, c'est là l'idée de panel cylindrique, c'est-à-dire quoi? Les individus ont le même nombre d'observations, le même nombre d'observations et puis les mêmes périodes. Voilà, donc généralement ces données-là, on peut les trouver sur les sources telles que OCDE, FMI, Banque mondiale, Eurostat, BCAO. Bon, la liste n'est pas exhaustive. Voilà. OK. Donc, avant de passer à pourquoi utiliser les données de panel, voilà, j'ouvre également une lucane pour demander si si des personnes ont des questions ou des éléments à apporter sur la définition des données de panel. On va lui prendre 2 minutes. Il est 11h13. Nous allons un peu accélérer. Abraham, Oui. je voudrais qu'on revienne rapidement sur la définition. La définition. En fait, la définition des données de panel, je veux qu'on insiste un peu sur la question de la double dimension. OK. Ouais, c'est la principale caractéristique des données de panel, en fait. C'est le fait que la dimension temporelle et aussi la dimension individuelle sont infinies, quoi. Voilà, maintenant, rapidement, pour les questions de données, on peut classer ça dans un tableau, en fait. C'est-à-dire, on met les 3 types de données et puis on met dimension individuelle, dimension temporelle. Donc, pour les coupes transversales, comme tu l'as expliqué, la dimension individuelle est unitaire, en fait. Donc, on met 1 et puis la dimension temporelle est infinie. Aussi, pour les séries temporelles, c'est la dimension temporelle qui est infinie et la dimension individuelle est finie. Donc, on met 1. Donc, maintenant qu'on croise les deux, comme tu l'as dit, ça devient infini dans les deux côtés, quoi. Effectivement. Voilà, donc on peut synthétiser ça comme ça de façon rapide. Maintenant, après, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la question des micro-panels, macro-panels, là, et puis les autres familles de panels. Voilà, bon, moi, j'ai véritablement un problème avec ça. Ce sont des définitions bon, qui sont données, mais j'ai véritablement un problème avec ça. Et j'espère que dans les divers ou bien après, on pourra en discuter, quoi. OK, OK. Voilà, mais il y a d'autres familles aussi, c'est-à-dire de façon que vous avez organisé là. Il y a d'autres manières aussi d'organiser parce qu'il y a les panels statiques, il y a les panels dynamiques. Dynamique, effectivement. Voilà. Bon, en fait, comme c'est juste une introduction, c'est pour cela que... Oui, effectivement.
après aussi, vous pouvez voir ce qu'on appelle les panels linéaires et puis non linéaires. Non linéaire, oui, oui. Ah, Okay. Je pense que dans la conclusion, j'ai juste fait d'accord. mention de cela. OK, Voilà. très bien. Donc, c'est quelques observations que j'avais à faire. OK, merci, docteur. OK. OK. Pourquoi utiliser les données du panel? Le sens, les données du panel présentent les données du panel présentent, de par leurs caractéristiques, des avantages importants pour la réalisation d'études économiques appliquées. Ces données cumulent la dimension individuelle et la dimension temporelle. Voilà, c'est ce que le docteur vient de spécifier encore. Et la dimension individuelle, les individus sont différents les uns des autres. Lorsque nous prenons la Côte d'Ivoire et le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous savons que nous sommes premier producteur de cacao. Le Burkina, bon, je ne sais pas si c'est l'or ou bien je ne sais pas si c'est le coton. Voilà, chaque pays a ses spécificités, ou chaque individu. Dimension temporelle. La situation de chaque individu varie d'une période à l'autre. Voilà. Ce que vit actuellement la Côte d'Ivoire est différent de ce que le Burkina ou la Guinée ou tous ces pays-là vivent. Voilà. Donc, cette double dimension permet de rendre compte simultanément de la dynamique des comportements et de leur éventuelle hétérogénéité. C'est hétérogénéité individuelle, c'est leur différence. Ce qui n'est pas possible avec les données en coupe transversale ou en série temporelle. Les données en coupe transversale sont des données indicées, voilà. Et concernant les unités statistiques et les séries temporelles sont des données des individus que nous observons, soit un individu que nous observons dans le temps. OK. Nous poursuivons. Pourquoi utiliser les données de panel? Les données de panel sont de fait très répandues à l'échelle, à l'heure actuelle, bon, au niveau des banques et assurances, services marketing des entreprises, l'administration fiscale, supervision des banques centrales. La liste n'est pas exhaustive. Voilà. Les données de panel sont répandues, sont utilisées dans plusieurs domaines de l'économie. Voilà. Les techniques mises au point pour les données en couple, lorsqu'elles sont appliquées en panel, produisent un résultat erroné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser des données de type transversal où la dimension temporelle n'existe pas et essayer d'appliquer une méthode de panel. C'est vrai que peut-être le logiciel peut fournir des résultats, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Pareil aussi pour les séries temporelles. OK, avantage des données de panel. On va accélérer un peu. Les données nombreuses, voilà, nous avons une base conséquente ayant des conséquences de précision, des estimations, probabilité statistique, biais de variance et l'estimation tend vers zéro. Modélisation visant à expliquer l'hétérogénéité individuelle et temporelle. Je n'ai pas mis en rouge l'autre individuelle. Et permet également de tenir compte de l'influence des variables omises sous ordre d'hétérogénéité non observable, omission de caractéristiques individuelles ou omission de variables explicatives communes à tous les individus, mais variant dans le temps. Ce qui n'est pas, ça permet de faire ressortir l'information qui n'est pas visible. C'est l'objectif qui est là. L'hétérogénéité individuelle. Il y a l'hétérogénéité observable et puis l'hétérogénéité non observable. Donc, c'est toutes ces informations cachées-là que les données du panel, lors de l'analyse, font ressortir. Possibilité d'analyse multiniveau. Donc, suivant. OK. Toujours les avantages, l'hétérogénéité. Elle renvoie aux facteurs connus des agents. L'hétérogénéité, les facteurs connus des agents est pertinent lors de la prise de décision et à leur différence. Je vous rappelle qu'il y a un exemple devant que nous allons voir plus proprement. Et nous sommes en présence d'hétérogénéité dès lors que le goût, les anticipations, capacités ou contraintes ne sont pas les mêmes d'un agent à un autre. Voilà. Voilà, hétérogénéité inobservée. C'est lorsque ces différences sont
inconnus. Les différences entre les individus sont inconnues de l'économètre, du modélisateur, qui manque ainsi d'informations sur les individus. Donc, c'est en confrontant ces données lors de l'analyse qui pourra vraiment donner une réponse à la question qui se pose. Okay. Avantage, hétérogénéité vs hétérogénéité observée et hétérogénéité non observée. Voilà. Lorsque nous prenons les exemples qui sont là, nous allons prendre juste quelques exemples dedans. Lorsque nous prenons, par exemple, une entreprise, lorsqu'on parle d'hétérogénéité observée, on peut prendre, par exemple, l'indicateur de performance, la rentabilité. On peut voir, c'est un chiffre, on voit la rentabilité, mais une entreprise est rentable. Bon, pourquoi? Peut-être c'est parce qu'ils ont un bon manager. Voilà, ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Nous, on voit, on nous donne des données, l'entreprise a un chiffre d'affaires de 50 milliards. Bon, on ne sait pas. C'est basé sur quoi? Est-ce parce qu'ils ont un bon manager, ils ont de bons employés, tout ça? Bon, c'est ce que nous, on ne voit pas. Mais ce que nous voyons, c'est le chiffre d'affaires. Voilà, comme nous prenons un salarié, s'il est motivé, bon, on ne sait pas, c'est parce qu'il est ancien dans l'entreprise, c'est un salarié, bon, au niveau du salaire, il a un bon salaire, il a une bonne fonction. Bon, est-ce qu'il a une certaine, un certain nombre de personnes à encadrer? Est-ce que c'est le chef? Bon, voilà, il est motivé. Bon, pourquoi? Voilà, cette motivation, on ne voit pas. Et le travail également, le temps passé au chômage. Je peux dire, bon, j'ai passé 5 ans à chercher du travail, mais bon, les efforts qu'il fournit, bon, en termes d'énergie, bon, on ne peut pas voir. Également, en ce qui concerne les pays, bon, dans une union, lorsqu'on disait tout à l'heure que chaque pays a ses spécificités, spécialisation productive très différentes, Côte d'Ivoire, cacao, Burkina, peut-être coton, tout ça. Mais une décision, une situation peut amener l'autre pays à prendre une décision. C'est-à-dire quoi? Quand je prends par exemple, surtout au niveau des États-Unis, lorsqu'il y a une nouvelle élection, que ce soit en France et autres, nous voyons qu'il y a des mouvements sur le marché financier et cela amène les économistes à prendre des décisions. C'est vrai, l'élection aux États-Unis, bon, ça a quoi à voir avec la Côte d'Ivoire, mais pourquoi quand il y a une élection là-bas, on prend des décisions et on essaie de faire des réajustements, tout ça. Bon, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Voilà. Par exemple, bon, là, le fameux exemple que les gens citent, bon, moi je ne suis pas trop d'accord, la guerre en Ukraine, qui a son impact dans nos pays, inflation, bon, je ne sais pas si c'est parce que le gouvernement gère mal ou bien, bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne sais pas, chacun se pose la question et puis bon, chacun peut analyser selon ce qu'il pense. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Au niveau des pays, on peut être dans la même zone ou peut-être dans une économie globale. Bon, une décision là-bas peut emmener l'autre à prendre une décision. Bon, ce sont des choses qu'on ne voit pas. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ont fait une élection aux États-Unis que la Côte d'Ivoire a changé cette politique ou bien tel pays ou bien le Canada. Donc, on ne sait pas. Donc, pour vérifier ces choses, on va essayer d'appliquer les données panel avec des méthodes pour pouvoir avoir une réponse. OK. Donc, nous précisons qu'avec l'hétérogénéité observable, les caractéristiques constantes ou variant avec le temps. Les choses peuvent varier dans le temps. Hein. La Côte d'Ivoire peut être spécialisée dans la production du cacao et puis demain, on peut être bon, peut-être premier fabricant de voitures. Bon, on ne sait jamais. Et ici aussi, hétérogène non observable, caractéristiques individuelles constantes dans le temps. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. C'est vrai, peut-être que c'est à l'intérieur, les choses vont changer. Mais bon, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. OK. OK. Nous poursuivons. Et avant de parler des inconvénients, voilà, juste 2 minutes parce que nous sommes pris par le temps. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, voilà, on va juste prendre des réactions et puis avancer. OK, réaction une fois, 2 fois, 3 fois. OK, nous passons. Inconvénient des données de panel. L'inconvénient aussi, la qualité des données. La qualité des données, ce sont avant tout des données individuelles. L'information potentielle est potentiellement riche. On peut avoir une base très longue, mais sa fiabilité est parfois douteuse. Lorsque ces données ne proviennent pas d'une source vraiment qui est reconnue, c'est vrai, tu vas avoir tes données de panel, mais bon, les gens essaient de mettre en doute, quoi. Même si ça reflète la réalité, mais comme la source n'est pas trop fiable, bon, si tu as téléchargé sur le site Quadrant.0, bon, Quadrant n'est pas reconnu, mais si tu prends FMI,
voilà, on dit, bon, eux là-bas, ils sont reconnus. Donc, il y a la question de la fiabilité. OK. En ce qui concerne les entreprises, sont souvent beaucoup d'autres, les entreprises ont souvent beaucoup d'autres choses à faire et préfèrent une déclaration rapide ou une déclaration précise, erreur de mesure, tout ça, et parfois intérêt pour, en ce qui concerne la déclaration au niveau des impôts, bon, on peut donner des informations qui vont dans notre sens, ou bien en ce qui concerne aussi les clients que nous voulons avoir, nous pouvons donner des informations qui vont dans notre sens. On peut dire, bon, notre entreprise se porte bien, voici le chiffre d'affaires que nous avons fait de 2000 à 2023, vous voyez ce que on peut manipuler les données. Voilà. Je précise, lorsque ça ne provient pas d'une source vraiment fiable et une source reconnue, bon, si ce sont des entreprises qui ne sont pas reconnues en tant que telles, bon, on peut remettre aussi en doute ces données du panel. Voilà. OK, toujours sur la qualité des données, les influences des observations aberrantes ne se compensent généralement pas dans ce contexte. À l'inverse, des données en couple qui tendent à pardonner plus facilement ces erreurs de traitement de données. Les estimations sont sensibles à un nombre, même faible de points aberrants, constitution de l'échantillon. Pour faire l'analyse des données du panel, il faut vraiment avoir une base vraiment longue. Bon, on va dire, bon, parce qu'il y a la dimension temporelle, la dimension individuelle, donc je vais faire une étude en données du panel sur peut-être 8 pays allant de 2000 à 2005. Bon, si c'est annuel, bon, ça serait bien comme bon. Si c'est journalier ou hebdomadaire, bon, OK. Mais si c'est par an, on voit que la base n'est pas, de l'échantillon n'est pas conséquente. Donc, c'est vrai, ça peut donner des résultats, mais ces résultats ne sont pas trop fiables. Donc, il y a aussi la base. Lorsque la base est longue, ça donne aussi des résultats encore plus satisfaisants. OK, nous poursuivons. L'hétérogénéité inobservée. Lorsque les caractéristiques des individus expliquant leur comportement sont inobservées, l'hypothèse que les variables dépendantes sont générées par une distribution dont les paramètres sont les mêmes pour tous les individus sont souvent erronées. Et il y a des méthodes qui viennent corriger ça. Hein. On peut dire, bon, comme on prend une zone, comme ces pays appartiennent à la même zone, donc on suppose qu'ils ont la même manière de fonctionner. Donc, vous allez voir que lorsqu'on prend une décision dans la zone, on veut que ça s'applique forcément à tous les pays. Or, chaque pays a sa manière de fonctionner. On peut dire, bon, OK, au niveau de la Côte d'Ivoire, là, comme au niveau des pays de l'UEMOA, comme nous avons la même banque centrale, donc on va prendre une décision au niveau de la banque centrale. Donc, comme tous ces pays-là sont dans la zone, donc on prend une décision. On va voir que la réponse à ces décisions-là dans chaque pays sera un peu différente. Donc, souvent, on met les pays ensemble et puis on fait des trucs. Bon, ça peut vraiment ne pas avoir les mêmes résultats dans les pays. Okay. Le traitement standard du problème avec un panel est de spécifier les effets fixes ou aléatoires. Il faut toujours choisir. Lorsqu'on veut montrer l'hétérogénéité observée ou inobservée, on doit toujours partir des méthodes. Oui, c'est bon, on parle des méthodes, mais on doit toujours trancher. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc, on va voir cet exemple-là dans l'application un peu devant. OK, format des données. C'est ce que le docteur mentionnait tout à l'heure, le format des données. Il y a les données, voilà. Voici comment ça se présente, les données du panel. Il y a le format long, voilà. Lorsqu'on prend l'individu 1, l'indice est constant dans le temps. Voilà son indice. Il prend la valeur 1 jusqu'au temps t. Voilà. Et quand nous prenons également l'individu n, il garde son indice n, mais le temps varie au fur et à mesure qu'on avance, de 1 à t. Voilà. Ça, je lis ça en colonne. Je lis ça en colonne, pas en ligne. Voilà. Ce sont des équations superposées. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on a plus des individus, on leur donne des indices. Par exemple, si on prend la Côte d'Ivoire, le Burkina et autres, on peut dire, bon, la Côte d'Ivoire de 1960 à 2000, la Côte d'Ivoire prend l'indice numéro 1, de 1960 jusqu'à l'an 2000. Le Burkina, code numéro 2 jusqu'à... Donc, c'est-à-dire que le code ne change pas.
mais ce sont les périodes qui changent. C'est pourquoi nous partons de 1 à T et voilà, et puis de N à N, de 1 à 1. Bon, voilà, ça change pas. Nous avons également un deuxième format, format large. Voilà. Là, c'est lorsque nous avons assez de variables indépendantes. Voilà, ça dépend. Donc, c'est la même chose. OK. OK. Donc, avant d'arriver au logiciel, je vais demander s'il y a des questions ou des éléments de réponse ou des suggestions à apporter. Voilà. Donc, on a juste 2 minutes pour intervenir. Cabrin. Oui. C'est encore moi. D'accord. En fait, j'avais voulu après qu'on ait le temps d'échanger, parce que tout à l'heure, on a parlé des macro-panels, on a parlé des micro-panels, on a parlé des panels longs, on a parlé des panels larges. Oui, oui. Voilà, je voudrais qu'on essaie de bien discuter sur ces concepts-là. OK, voilà, okay. On aura le temps de discuter. En fait, c'est juste une introduction. Juste une introduction pour montrer. C'est pourquoi dans le titre, là, on a souvent dit que c'est une introduction très douce. Voilà, des éléments donnant une généralité sur les données du panel. Et maintenant, ceux qui veulent aller en profondeur, voilà, il y aura aussi des workshops pour répondre à cela. Voilà, en tout cas, ça va vraiment me faire plaisir parce que j'attendais vraiment cette occasion-là depuis fort longtemps. C'est pourquoi on a parlé d'introduction. D'introduction. Voilà, OK, un il n'y a petit pas de truc. problème. Voilà. OK. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. OK, les logiciels. Bon, il y a plusieurs logiciels que nous utilisons en économétrie. Le logiciel SAS, Stata, R, et puis bon, d'autres utilisent Python, tout ça. Bon, il y a plusieurs logiciels que nous pouvons utiliser pour les données, pour les analyses sur les données de panel. Et personnellement, moi, je préfère Stata pour les données de panel parce que c'est un logiciel qui est conçu pour ça. Voilà, peut-être que le docteur pourra ajouter quelque chose, mais c'est un logiciel qui est conçu pour l'analyse des données de panel. En tout cas, Stata, c'est l'un des logiciels vraiment adaptés aux données de panel. On peut faire les données de panel sous d'autres logiciels, mais Stata, vraiment, ça a été conçu pour ça à l'origine. Voilà. OK. OK, là, c'est juste une spécification, comment se présenter les données du panel, faire juste une régression, OK, modèle que nous souhaitons estimer. Voilà, tout à l'heure, je vais présenter une base de données. Mais pour dire quoi, tout ce que nous avons dit sur les données du panel, là, voici comment on les présente. Voici le modèle général. Et puis ça va évoluer en fonction des méthodes. Voilà, en fonction des méthodes. Sinon, c'est l'équation qui est là. Ici, nous reconnaissons, nous voyons Y. Voici. Voilà. Les différents composants du modèle viennent dans la diapo suivante. Et que deux modèles très fréquemment utilisés pour intégrer l'hétérogénéité observée et l'hétérogénéité non observée. Voilà. Il s'agit des modèles à effet fixe et les modèles à erreur composée. Les modèles à effet fixe, les individus sont observés. Les individus non observés, les effets individuels non observés sont corrélés aux autres variables explicatives. Modèle à erreur composée, effet aléatoire. L'hétérogénéité non observée varie varie de façon aléatoire selon les individus. Voilà, ça varie. Donc, c'est en tout cas, c'est la base même des données du panel, c'est la question de l'hétérogénéité non observée. Voilà, l'hétérogénéité observée et l'hétérogénéité non observée. Voilà, donc on permet de traiter sur ce côté non observé là, soit à partir d'un modèle à effet fixe, soit un modèle à erreur composée. OK. Donc, les différents composants du modèle, lorsque nous venons sur l'équation Y, IT et autres, voilà, ce sont les différentes composantes qui sont dans cette diapo-là. I, individu, T, le temps, Y, la variable à expliquer. Bon, d'autres vont dire la variable dépendante,
Voilà, il y a plusieurs noms. Voilà. Et YT est la valeur de Y pour l'individu I autant T. Voilà. Par exemple, la Côte d'Ivoire, le PIB de la Côte d'Ivoire en 2000. Ça peut être bon, peut-être les dépenses, bon, ce sont des variables explicatives, ainsi de suite. B0, c'est la constante, BK, le paramètre à estimer, et WIT, c'est le thème de RE. OK, exemple pratique avec Stata, modèle à effet fixe vs modèle à effet aléatoire. Nous allons utiliser notre logiciel Stata pour faire un exemple. Voilà, je pense que c'est pour ça que plusieurs sont connectés. Ouais. Je veux rappeler une chose, c'est que c'est vrai que pour les modèles, là, pour les logiciels et autres, on peut donner même à un élève de terminale, il peut maîtriser les logiciels, il peut faire sortir des modèles, des résultats et autres, mais c'est la théorie que nous maîtrisons, la connaissance qui est derrière là, qui est vraiment importante. Sinon, en un jour, on peut maîtriser un logiciel, voilà, selon la capacité de chacun, quoi. Voilà. Donc, et l'étude va porter sur une enquête longitudinale nationale auprès des jeunes travailleuses de 1968 à 1988. Voilà, quelles sont les différentes variables. Donc, je vais aller chercher mon logiciel Stata. Mais avant d'aller au logiciel Stata, s'il y a des questions ou des suggestions, voilà, avant de faire la pratique. OK, on va avancer. Donc, permettez-moi d'aller chercher mon logiciel Stata. J'utilise le Stata 14. Voilà. La Stata, c'est pas si je ne me trompe pas, est à sa version Stata 18. Voilà. Donc voici l'interface et autres. Donc, généralement, lorsque nous faisons des études, soit nous faisons des analyses, nous rentrons par des paramètres pour pouvoir estimer un modèle. Et également, on peut construire, on peut faire un code, on peut créer un code où on exécute directement la méthode, on implémente la méthode. Voilà. Voilà. Donc, on a nos bases de données. Mes données se trouvent ici. J'ai créé un dossier AMDC Lab. Tous mes éléments sont ici. Là, c'est ma base de données. Le do-file. Bon, sous Stata, les codes là sont mis dans un fichier qu'on appelle do-file. Voilà, c'est dans ce dossier-là qu'on met tous les codes pour pouvoir faire nos analyses. Ça dépend. Si tu veux faire une analyse en régression linéaire, selon la méthode, tu peux construire. Ou si tu veux, tu peux venir dans le logiciel directement et puis venir dans statistiques et puis bon, à partir de l'onglet qui est là, chercher et puis même faire la programmation, tout, et puis avoir les résultats. On peut passer par plusieurs options, voilà, soit ici, ou soit si je connais le code, je fais le code, je viens sur mon do-file ici. Vous voyez, je viens ici, il y a une petite feuille avec un crayon, voilà. Ici, si j'ai déjà conçu mon do-file, je vais seulement importer. Voilà. Importer. Voilà, j'ai mes différents éléments qui sont là. Donc ici, pour exécuter, j'exécute automatiquement et puis les données, c'est-à-dire quoi, j'ai fait une programmation. Hein. Ici, par exemple, il doit estimer workshop, estimation workshop AMDC Lab, commande préliminaire. Il y a des éléments à faire d'abord avant de... Bon, ce n'est pas une formation sur Stata, mais avant de commencer, il y a un certain nombre d'éléments que nous devons mettre en place. J'ai mis la commande préliminaire. Voilà, il faut faire ces différents éléments-là. Je vous rappelle que je vais vous donner, on va vous amener, on va vous envoyer ce do-file-là par mail après. Voilà. J'ai même défini en français commande préliminaire, ce qu'on doit faire, voilà, avec les explications devant, où le travail doit partir, CD, directoire de travail, où je vais stocker mon travail, capture log, forcer la fermeture du fichier log, même en présence d'erreurs. Voilà, parce que souvent, quand il y a des erreurs, il peut y avoir des soucis. Donc, même s'il y a des erreurs,
on peut fermer le truc. Cette mort, effacer la mention mort qui s'affiche. C'est-à-dire quoi, quand on fait les estimations, là, souvent, tous les résultats ne s'affichent pas. Souvent, on met mort. Tu vas venir appuyer d'abord pour que le reste s'affiche. Maintenant, en ce qui concerne l'importation des données, voilà, c'est import. Ça, c'est le code. Là, si la personne connaît le code, il peut saisir le code import Excel ou la base qu'il souhaite utiliser dans le dossier. Voilà, moi, ma base de données, surtout dans le DC, dossier user, Dell, document, AMDC Lab, data. Voici le nom de ma base de données. Voilà. Je précise que là, c'est la première feuille d'Excel. Voilà. Si c'était la deuxième, ici, au lieu de feuille 1, j'allais mettre feuille 2. Voilà. Ainsi de suite. Et après, maintenant, comme ce sont des données de panel, on doit définir, avant de continuer, je peux même définir que c'est un panel. Voilà. Parce que si je n'ai pas défini que les données que je vais utiliser, ce sont des données de panel, l'analyse que je vais effectuer sera erronée. Je ne pourrai pas faire l'analyse. Donc, il faut d'abord définir que c'est un panel. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous aurez ces différents éléments-là avec la base de données. Voilà. Et maintenant, si je veux également, après avoir défini que c'est un panel, voici la commande. Voici la commande. J'ai défini que c'est un panel. Voilà. Et puis après, si je veux ordonner mes données, voici la commande order. Et puis bon, si même dans la base de données, si ma variable dépendante est à la fin, du moment où je mets order et que je classifie ici dans les résultats, ça sera ordonné. Ça sera ordonné. Voilà. Maintenant, si nous ne voulons pas ordonner, voilà, ça ne tient qu'à nous seuls. Et puis après, bon, ça, j'ai fait juste un petit test de régression linéaire pour voir si mon modèle est bon, s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, fait juste une erreur et une modélisation. Et puis après, bon, pour recommencer, voilà, j'ai défini que c'est un panel. Sinon, c'est pas important. Hein, c'est pas important. C'est pas important. Ça n'a rien à voir avec l'étude, mais j'ai fait seulement ça pour vérifier si c'est bon. Donc, pour m'assurer que le panel est encore bien défini, je suis venu définir mon panel, ordonner mes trucs. Voilà. Et après, si j'ai commencé l'estimation du modèle à effet fixe. Voici la commande. Certains n'ont pas la commande en tête. Ils peuvent utiliser le stata en venant dans statistique. Donc là, je suppose que j'ai importé, mais je viens d'un statistique. Je viens pour définir que c'est un panel. Longitudinal panel data, je viens ici. Ici. C'est 3 éléments pour définir que c'est un panel. C'est ce que j'avais expliqué au début. Voilà, j'ai défini que c'est un panel. Et après, maintenant, si je fais un modèle, je viens tout dans longitudinal panel data, je viens ici, linear model, je viens dans linear regression. Et puis ici, quand je clique, je vois ici random effet aléatoire, effet fixe. Donc, ce sont ces 2 modèles-là que je veux estimer. Voilà. Donc, si je veux, ici, je clique. Comme je n'ai pas encore importé de données, quand je clique ici, je n'ai pas accès à mes données. Donc, voilà, ce sont ces différents éléments-là. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas les codes, peuvent utiliser l'interface Stata, voilà, et autres. Donc, je reviens sur mon DoFi et voici ces éléments-là. Donc, nous allons les exécuter au fur et à mesure. Donc, avant de... Je mets ça sur le côté. Donc, avant de commencer, je vais sélectionner cette première ligne-là. Et puis, je viens ici. Exécuter. Execute selection DoFi. Les éléments que j'ai sélectionnés, je vais exécuter. Et quand il va exécuter, vous allez voir, automatiquement, ça va s'afficher dans mon logiciel. Voici les éléments que j'ai exécutés. Ce sont les commandes préliminaires. Les éléments préliminaires que je dois faire d'abord. Je reviens encore. Je dois spécifier que mon travail doit être stocké dans le dossier document AMDC Lab. Voilà. Donc, je viens. Je sélectionne. Je vais encore
exécuter. Et au fur et à mesure que j'exécute, mes informations s'affichent là. Et s'il y a une erreur, si je vois, si les réponses sortent en rouge, c'est qu'il y a une erreur. C'est qu'il y a une erreur. Donc, je continue. Je continue. Là, j'ai créé le directoire de travail et je continue toujours dans la même veine. Voilà. Tous ces commandes-là, je peux les exécuter au même moment et puis ça va me faire sortir tous les résultats. Mais nous faisons par étapes pour que nous puissions mieux comprendre. OK. Au fur et à mesure. Et il veut effacer la mention 7 morts. Parce que souvent, quand les résultats s'affichent, souvent, il y a un truc qui s'affiche en bas, mort. C'est-à-dire que tous les résultats s'affichent, mais ce n'est pas tous les résultats qui sont visibles. On est obligé de cliquer pour pouvoir faire ressortir tous les résultats. OK? Et maintenant, tous ces éléments-là, je vais les enregistrer dans ce dossier-là. Non, pas dans ce dossier, dans ce fichier. Voilà, log using IMDC. C'est-à-dire que ça va créer un fichier où lorsque je fais toutes mes analyses, tous ces résultats seront affichés. D'autres préfèrent venir sur l'interface et puis copier et puis aller coller. Au lieu de copier-coller, je préfère créer un truc où, au fur et à mesure que je fais, ça s'enregistre automatiquement. OK, cette mort, est-ce que j'ai... Voilà, j'exécute et ça a créé mon dossier. Voici la date. Bon, je vous rappelle que mon ordinateur est sur l'heure de Paris. Voilà. GMT+2. Voilà, donc ne tenez pas compte de l'heure qui s'affiche à 13h45. Non, c'est pas pareil. OK. Donc là, je vais importer maintenant mes données. Pour importer mes données, soit si je veux, au lieu d'exécuter la commande, si je veux, pour importer mes données, je viens dans File et je descends, importe, je viens sur la première ligne, Excel. Donc, je clique, puis ça me donne une boîte et je vais aller télécharger. Voici ma base de données. Je sélectionne, je fais ouvrir. Et lorsque je fais ouvrir automatiquement, ça s'ouvre dans mon Stata. Voilà. OK. Donc, je reprends. Pour importer une base de données, je viens dans File et je cherche Import qui est en anglais, je dis importer. Voilà. Je viens dans Excel. Puisque c'est une base Excel. Ça peut être une base en test, un éditeur je peux faire mes données en format éditeur de test. Donc, c'est en fonction des types de données. Voilà. Voilà. Si c'est XML, data, bon, ça dépend. Voilà. Si c'est sous SAS, si ces données sont conçues sous SAS, bon, comment? Mais moi, j'ai utilisé Excel pour construire ma base de données. Donc, pour éviter tout problème, moi, je viens sur Excel, je fais ma base, et puis je viens importer, je sélectionne, et puis j'ouvre. Une fois j'ouvre, c'est automatique. Là, je ferme. Je viens dans mon do-file puisque tout est déjà programmé. Importer, je sélectionne, exécute. OK. Je vais réduire. Vous voyez que j'ai exécuté importation des données et automatiquement, mon stat est allé dans ce dossier-là. Puisque j'avais déjà mis dans mon do-file, il allait chercher ma feuille là dans ce dossier-là, dans ce dossier workshop, ce dossier-là. Voici le dossier. Ce dossier-là. Il allait ici, il est mis dans document d'abord, AMDC Lab. Il est venu chercher ma base de données. Voilà. Donc, c'est ce qui est mis là. Donc, en fonction de chaque ordinateur, chacun pourra faire la programmation où la personne voudra stocker ces données. OK. Donc là, mes données s'affichent là. Pour montrer que j'ai effectivement importé mes données, je viens ici. Data et Editor. Quand je clique, toutes mes données sont là. Je vous rappelle que c'est un exemple de Stata que j'ai. Voilà.
que j'ai pris. Ici, nous prenons l'individu 1. Vous voyez, ici, nous rappelons que ce n'est pas un panel cylindrien parce que les panels cylindrés, les individus ont le même nombre d'observations, même période. Or, ici, nous prenons l'individu 1. Ces observations commencent de 1970 et s'arrêtent en 1988, quand nous prenons 2 également. Donc, ça, ce sont les individus. Individu 1, il prend le code 1, individu 2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous allons prendre l'individu 3. Et nous avons une base vraiment très, 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 très longue qui fait, excusez-moi, environ 28 000 observations. Plus de 28 000 observations. Voilà. Donc, nous voyons que ici, quand nous prenons par exemple cet individu-là, c'est l'individu 5066e. Ici, il commence tout là. 5066e individu. Là, ce sont des codes, les numéros, ce n'est pas ordre. Voilà. OK. Ça, c'est mes données que j'ai importées. Je peux fermer, hein, voilà, mais mes données ne vont pas disparaître. Ici, lorsque j'importe, automatiquement, toutes les données viennent se stocker ici. Ici, le code, l'année, voilà, toutes les données là s'affichent ici. Et souvent, si ça ne s'affiche pas, ça, ce n'est pas un problème. On vient ici, par exemple, dans data, voilà, où on vient dans data, et puis on vient dans variable manager. On regarde, lorsqu'on clique, on peut voir nos données qui sont là-bas. Donc ici, comme nous avons déjà nos données, c'est plus la peine d'aller vérifier si ça s'affiche. Donc ici, nous avons les données. Il y a certaines personnes qui auraient un problème data où les données ne vont pas s'afficher ici. Voilà. Donc ici, j'ai importé mes données. Je reviens à mon DoFile. OK, j'avais dit au début que je devais définir que c'est un panel. Je devine que c'est un panel. Voici le code. Voici le code. Le code pour définir que c'est un panel. Voilà. Maintenant, si je n'ai pas le code, je peux venir toujours dans statistiques pour faire les analyses. Dans statistiques, je viens, je cherche longitudinal panel data. Là. Je viens là. Longitudinal panel data. OK, ici. Et puis, déclare dataset to be panel data. Il faut déclarer que les données que tu utilises sont les données du panel. Voilà. Ça, c'est ce qui est là. Maintenant, bon, comme moi, j'ai déjà dans le code, voilà. Mais lorsqu'on exécute ici, si vous voulez, je vais exécuter. J'exécute la boîte s'ouvre. Ici, je vais dire que ici, ils ont parlé de panel ID, variable, la variable code. Je viens, il sélectionne code. Ici, la variable du temps. La variable du temps, ici, c'est UE. Je sélectionne. Je n'ai plus à sélectionner quoi que ce soit ici. Je viens seulement faire OK. Quand je fais OK, ça définit directement que c'est un panel. Et ce code-là que je devais implémenter, c'est ce résultat qui est là. Lorsque vous voyez, regardez, IST7, e-code IE, c'est le même code qui est là. C'est le même code qui est là. Le même code qui est là. Donc, je n'ai plus besoin d'aller dans mon DoFile pour exécuter. Donc, c'est ce qui est là. Ça va me donner la période de 1968 à 1988. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Donc, je n'ai plus besoin de mon DoFile à ce niveau. Maintenant, si je veux ordonner mes données, je viens simplement sélectionner order et puis, bon, en fonction de la classification que je donne à mes données, et puis je viens simplement spécifier. Vous voyez? Et chaque fois que je fais order, automatiquement, l'ordre qui est ici, j'ai UE, j'ai e-codes, IE, LN wage, c'est le logarithme du salaire. Vous allez voir qu'ici, également, dans cette fenêtre-là, vous allez voir que c'est ordonné de la même manière ici. C'est ordonné de la même manière. Si je veux, c'est un jeu, si je veux ordonner à nouveau, je sélectionne la commande, je mets la commande et puis bon, je mets la disposition en fonction de ce qui me plaît, quoi. Voilà, je fais ça comme ça. OK, nous poursuivons notre analyse. OK, nous avons ordonné. Il va faire un test préliminaire, bon, un petit test pour montrer que nos données ont bel et bien été importées.
je vais faire un test de régression. Soit je saisis la commande qui est là, test de régression, je choisis la commande qui est là. Ou si je veux, je viens dans statistique, linear model. Et puis, la fenêtre s'ouvre. Je vais choisir ma variable dépendante. En haut, c'est mis dependent variable. Je vais choisir ma variable dépendante. Et puis ici, maintenant, je viens choisir toutes mes variables indépendantes. E-code, IE, ce ne sont pas des variables, ce sont des, ça c'est le temps, ça c'est les codes que j'ai donnés. Donc ici, je vais choisir BUF. Dans le document PowerPoint de la présentation, toutes ces variables sont définies, voilà, avec le nom. Ça, c'est seulement en anglais. Et je sélectionne au fur et à mesure, et je sélectionne mes données. Je suis à grade, je sélectionne là. Donc, toutes les valeurs que je veux, je sélectionne. Je sélectionne ce que je veux. Et c'est en fonction des variables sélectionnées, c'est sur ça que va se porter l'estimation. Un exemple, je fais OK. Vous voyez, les données que j'ai sélectionnées là-bas m'ont donné ce résultat-là. C'est parce que j'ai sélectionné ça. Ici, ça, c'est la variable dépendante. Ça, c'est un modèle de régression linéaire simple. Voilà. J'ai régressé Y en fonction des X. Donc, voici les variables indépendantes, BUF, l'année de naissance, la race. Ça, c'est l'année de naissance, la race, et l'année de naissance, l'âge, la race, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est la constance. Le bêta 0 dont je parlais là, le voici ici. Et puis ici, ça, ce sont les coefficients. Les bêta 1 en fonction de bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, ce sont les probabilités. Voilà. Et ici, si la dame a un bon salaire, ici, je vais, peut-être c'est dû à son âge ou bien à son ancienneté. Ici, la probabilité est inférieure à 0,5, inférieure à 5%. Donc, c'est significatif. Donc, son salaire peut être dû à son ancienneté ou bien, bon, peut-être à son âge, à sa race. Voilà, le niveau, bon, OK. Et ici, ce n'est pas significatif. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est juste pour faire une régression, voilà, pour montrer s'il y a un lien entre les différentes variables. Bon, ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, nous allons faire estimer le modèle à effet fixe et à effet aléatoire. Bon. Bon, pour éviter tous les problèmes, je vais redéfinir que c'est un panel. Là, bon, j'ai déjà fait ça sous statistique. Bon, là, je vais juste exécuter le code. Voilà, ça définit à nouveau. Je viens sur estimation du modèle à effet aléatoire. Je vais estimer le modèle à effet aléatoire. La commande est là. J'ai pris la peine d'écrire en français. Voilà. Estimation du modèle à effet aléatoire. Voilà. Là, vous pouvez vous retrouver après. Donc, c'est la commande qui est là. Eastreg, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je veux également, je viens dans statistique. Si je maîtrise les fonctionnalités de Stata, je viens dans toujours, puisque c'est un panel. J'ai défini que c'est un panel. J'ai défini que c'est un panel. Défini que c'est un panel. J'ai défini, je viens dans statistique, je viens dans longitudinal panel data. Je viens ici. Ici, c'est défini. J'ai déjà défini que c'est un panel. Donc, ça ne m'intéresse plus. Je viens dans linear model. Linear regression, FE, RE, voilà, effet fixe, physics effect, random effect, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je clique là. Vous voyez, longitudinal panel data, linear model, linear regression, je clique. Ça me donne toujours la boîte. Et Stata me demande de mettre ma variable dépendante. Lorsque je finis de mettre ma variable dépendante, je viens choisir mes variables indépendantes. Toutes ces variables s'affichent ici. C'est parce que j'ai importé que ça s'affiche ici. Si je n'ai pas importé, que je vais faire une analyse, ce n'est pas possible. Voilà. Et une fois que j'ai mis ma variable dépendante, c'est le salaire, l'horaire du salaire, et puis les autres, je viens ici, sélectionner tout. Une fois après avoir sélectionné tout, ici, il y a GLS Random Effect, ça c'est effet aléatoire ou effet fixe. Puis c'est l'effet fixe que je veux analyser. Je clique ici. Je ne touche à rien d'autre, je fais OK. Voilà. Donc ici, comme j'ai déjà saisi le code, je ferme la boîte et je viens sur mon do file et je vais exécuter
avec toutes mes variables à l'intérieur. Ça, c'est la variable indépendante. Dans le code, lorsqu'on écrit le code, on met la fonction et on met la variable dépendante d'abord. C'est la première variable là qu'on considère, comme une variable dépendante. Si je viens mettre une autre variable avant de mettre les autres variables, Stata va considérer que la première variable que j'ai ajoutée là, c'est cette variable-là qui est la variable dépendante. Voilà. Donc, je vais exécuter simplement. Voilà, je vais sur exécuter ici en haut. Vous voyez? Bon, j'ai voulu supprimer la mention mort, mais puisqu'il y a une base vraiment très longue, et puis mon écran est petit, donc voilà, voici les résultats de l'analyse à effet aléatoire, à effet fixe. Voilà, easter egg. Et c'est cette fonction-là à la fin là qui montre que c'est un modèle à effet fixe. Voilà. Effet fixe, RE. Voilà. Ah non, excusez-moi. Ça c'est l'effet aléatoire. Ah non, excusez-moi. J'ai fait l'estimation de l'effet aléatoire au lieu de l'effet effet fixe. Ah, excusez-moi, mais bon, ça ne change rien dans les résultats. Hein. Ça, c'est estimation du modèle à effet aléatoire. Donc, la différence entre les deux commandes, c'est que la première, la méthode à effet aléatoire se termine par RE, Random Effect. Et puis, le modèle à effet fixe, c'est FE, Fixed Effect. Donc, lorsque je viens dans mon do-file, voilà, c'est effet aléatoire, effet fixe. Effet fixe. Donc, la différence entre les deux. La différence, les deux ici, qu'est-ce qu'il fait là? Ici, j'ai le RE, ici, j'ai FE. Voilà. Donc, bon, ça ne change rien dans les résultats. Je vais maintenant exécuter la méthode à effet fixe. C'est pareil. Si je n'ai pas le code, je viens dans longitudinal panel data, je viens dans linear model, je viens dans linear regression, je clique, je choisis mes variables dépendantes, indépendantes, et puis je sélectionne ici, et puis je fais OK, automatiquement j'ai mes résultats. OK. Donc je viens dans mon do file. Je vais faire l'estimation à effet fixe. Ah oui, je vois. Je me suis trompé dans la numérotation. C'est ce qui a fait l'erreur. Ici, je devais mettre 7. Mais bon, ça ne change rien. OK. Donc, effet aléatoire. Je sélectionne. Exécute. J'ai les résultats. Donc, c'est cette commande-là qui m'a permis d'avoir mes résultats à effet fixe. Le FE, Fixed Effect, pour montrer que c'est un effet aléatoire. Stata, c'est vraiment un logiciel vraiment très simple. Très simple. Il faut comprendre simplement le langage. Voilà, tu fais ton truc tranquille. Voilà. Maintenant, j'ai mon modèle à effet fixe et mon modèle à effet aléatoire. Entre les deux modèles, sur ma base de données, quelle méthode je dois choisir? C'est l'une des difficultés des données de panel. J'ai fait 2 analyses. Donc, je les compare. Donc, pour choisir l'interprétation, c'est vrai que ici, j'ai une probabilité, des probabilités un peu significatives au niveau du modèle à effet aléatoire. Oui, mais ces résultats ne me donnent pas l'autorisation de faire une interprétation si je n'ai pas tranché entre ces deux modèles-là. C'est pourquoi j'ai mis modèle à effet aléatoire, modèle à effet fixe. VS, modèle à effet fixe. Donc, je vais trancher à partir d'un test, le test de Haussmann. Ça, c'est pas compliqué. Ce sont des trucs qu'on peut facilement avoir et puis vous donner après. Donc, ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Et puis, la vidéo aussi est enregistrée. OK. Donc, pour trancher entre les deux, je vais faire le test de spécification de Haussmann. J'ai mis ici spécification de Haussmann. Donc, pour ce faire, je vais reprendre. C'est vrai, c'est un peu long, mais je vais reprendre les estimations. Ça, c'était pour vous montrer l'estimation de l'effet aléatoire, effet fixe. Donc, avant de faire le test de spécification de Haussmann, je dois enregistrer ces résultats-là dans une mémoire. Et c'est après ces mémoires-là que vous voyez ici, il doit refaire l'estimation du modèle à effet fixe. Ensuite, j'ai mis mémorisation du résultat à effet fixe. Voilà, c'est avec cette commande-là que je mémorise. Et puis après, je vais refaire l'estimation du modèle à effet
j'ai écrit 2 fois. Le modèle à effet aléatoire refait le modèle à effet RE, Random Effect. Voilà. Je dois refaire. Et lorsque j'ai fini, je vais mémoriser. À partir de ces 2 données stockées dans la mémoire de Stata que le test de Haussmann pourra être implémenté. Voilà. Donc, quand je vais faire, ça va avoir un résultat. Voilà. Et ça aussi, je peux passer dans statistique pour faire la même chose. OK. Donc, ici, je vais exécuter ma commande. Je vais refaire mes estimations. Je vais refaire. J'ai les résultats. Je viens sur mon do file à nouveau. Ça, j'ai refait. Voici le résultat. Le résultat qui s'affiche là. Voilà, test de Haussmann. Et je vais revenir encore faire la mémorisation. Mémorisation dans la mémoire. C'est-à-dire quoi, ce résultat que je viens d'avoir là, je dois mémoriser pour faire la confrontation lors du test de Haussmann. Donc ici, je sélectionne. Voilà, c'est mis ici. Estimate store Ficid. Ça a été mémorisé. Je vais refaire la méthode à effet aléatoire. Je finis. Le résultat s'affiche. Je viens ensuite mémoriser. Mémoriser. Je donne le résultat. Ça a été mémorisé. Et comme ça a été déjà mémorisé, je viens simplement faire le test de Haussmann. Voilà. Ici, avant de faire le test de Haussmann, il y a une précision. Ici, j'ai nommé ma mémoire pour la mémoire pour l'effet fixe. J'ai nommé ça Fixed. Et puis, pour l'effet aléatoire, j'ai nommé ça Random. Monter les caractères aléatoires. C'est-à-dire quoi? Et maintenant, je mets Haussmann, Fixed, Random. Ce sont les différences. Fixed, ça mémorise les résultats donnés à effet fixe et de la méthode à effet fixe. Random renferme les résultats de l'effet aléatoire. Et pas, ça, pour faire le test de Haussmann, c'est l'ordre qu'on doit suivre. On ne fait pas random avant fixed. On ne met pas la commande de Haussmann et on met le résultat des effets aléatoires et puis on se met à effet fixe. Ça va donner ça va donner un résultat faux. Donc, c'est l'ordre qui est là. Et surtout qu'il y a des gens qui se posent cette question. Et si vous voulez aussi, pour mémoriser, je peux venir ici dans Statistiques. Je viens dans Post Estimation. Et puis, je viens dans Manage Estimation Result. Je clique dessus. Et puis, Set. Voilà. Et puis, je donne un nom. Et puis, je fais OK. Ça fait la mémorisation. Do Stock Active Estimation Result in Memory. Name. Je donne le nom ici. Je fais OK. Pareil aussi pour l'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est la mémorisation. Donc, ça, j'ai déjà mémorisé mes résultats. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire le test de Haussmann pour trancher. C'est-à-dire quoi? Si nous avons une probabilité supérieure à 5%, ça veut dire que nous allons interpréter les résultats de l'effet aléatoire. Mais si nous avons une probabilité en dessous de 5%, c'est le résultat de l'effet fixe que nous allons estimer. Donc, c'est avant de donner le résultat. OK. OK. Ici, nous avons une probabilité qui est inférieure à 5%. Donc, l'interprétation se portera uniquement que sur le résultat du test à effet où est mon effet fixe. Voilà. Donc, c'est ce résultat que je dois interpréter. C'est ce résultat-là. Ici, lorsque nous voyons le modèle est globalement significatif dans l'ensemble, parce que nous avons une probabilité de Fisher qui est inférieure à 5%. Voilà. Et puis ça, ce sont les différents paramètres. On va juste interpréter le résultat. Ici, il y a des omissions parce qu'on n'a pas trouvé
bon, dans l'estimation, la race, là, bon, n'apporte pas de résultats dans cette analyse. Hein. Bon, ne donne pas de preuves exactes en ce qui concerne le salaire. Est-ce que c'est parce qu'il est noir il est moins payé ou bien parce il est blanc qu'il est mieux payé? Bon, je ne sais pas. Bon, là, ça n'a pas été prouvé. Voilà. Dans certains milieux, on va dire bon, c'est parce qu'il est noir qu'il a un bon salaire ou c'est parce qu'il est blanc qu'il a un bon salaire. Bon, ici, ça ne donne pas de suivi. Ça veut dire qu'ici, ce caractère-là n'est pas important dans cette analyse. Grade également, ils ont mis omission. Mais lorsque nous prenons la méthode à effet aléatoire, nous avons tous les résultats. On va dire, bon, tiens, j'ai des résultats vraiment avec toutes les probabilités, tout ça, donc je vais interpréter. Non. Haussmann a tranché, nous, c'est sur ça que nous allons nous concentrer. Donc, ces interprétations-là, en les faisant, on va tenir compte de la théorie économique qui dit que si tu es femme, tu ne peux pas avoir un salaire élevé, ou bien si tu es âgé, si tu es une femme âgée, tu peux avoir un salaire élevé. Bon, ça dépend. Donc, bien, ton salaire est fixé en fonction de ton niveau d'ancienneté et autres. Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont les probabilités. Ici, ce n'est pas significatif. Est-ce que le fait d'habiter, ici, ils ont mis city, est-ce que le fait d'habiter une ville, bon, je ne sais pas dans quelle ville ils ont fait leur enquête, mais est-ce que le fait d'habiter dans cette ville-là te permet d'avoir un salaire élevé? Non, ce n'est pas justifié. Il prend, par exemple, le cas peut-être de la Côte d'Ivoire, des gens qui habitent à Cocody, d'autres habitent à Gamay et autres, et qui travaillent au plateau. Peut-être celui même qui travaille à Cocody, qui habite à Bobo, peut-être a un salaire élevé que celui qui habite même au plateau. Bon, ça, c'est pas, le lieu n'a pas d'importance. Et puis, ça offre, est-ce que la personne habite le sud ou voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce sont des résultats, les résultats le résultat du test, du modèle à effet fixe. Voilà. Donc ici, d'abord, nous allons dire que les effets ne sont pas aléatoires. Voilà. Et on se base dans ce critère-là et puis on va interpréter nos résultats. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu, grosso modo, c'est l'analyse sous Stata avec nos données. C'est un jeu, c'est un jeu. Ça, on n'a pas besoin d'être un superman pour maîtriser Stata ou pour maîtriser l'analyse des données. Ce qui est important, c'est de maîtriser la théorie qui est derrière et puis on peut juste faire l'implémentation sur le logiciel qui nous semble bon. Voilà. C'est pareil. Donc, c'était un peu ça. Donc, je reviens sur ma diapo. Sur ma diapo. OK. Donc, les domaines que nous pouvons appliquer, les méthodes de données de panel. Attention. Je reviens. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça fait là? Voilà. Domaine d'application. Les données de panel. Un format de données très approprié aux problématiques des sciences sociales. Voilà, sciences sociales. La possibilité de modéliser et la possibilité de modélisation sont nombreuses. On peut faire des modèles linéaires, ce que j'ai fait au début, modèles à choix discret, modèle de comptage, modèle de durée. Et modèle de durée, j'ai un ami qui a fait sa thèse dessus. Il a utilisé cette méthode. Modèle dynamique, méthode de mouvement généralisé, AEDL, modèle à régression. Arita échelonné, NIDL, modèle non linéaire, Arita échelonné, estimateur de variables instrumentales, ainsi de suite. On a les modèles vectoriels, autorégressifs, les modèles va structurel, va bayésien, va ainsi de suite. Maintenant, les modèles de panel à seuil, à transition lisse ou à transition brutale pour déterminer les seuils. Haussmann et autres là, voilà, on peut déterminer des seuils. Ici aussi, on peut également appliquer les modèles spatiaux sur les données de panel. Ça, c'est une autre catégorie de données de panel. Donc, c'était un peu ce que nous avons aujourd'hui à vous présenter et je remercie tout le monde. Vraiment, si vous avez des questions, voilà, nous sommes là. Si vous avez des questions et également des suggestions, parce que j'avais dit au début que nous, à MD Syllab, nous n'avons pas la science infuse. Nous partageons ce que nous savons et nous apprenons également de l'extérieur. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Bon, merci beaucoup. Donc, je suis à votre disposition. Ou du moins, nous sommes à votre disposition pour vos suggestions et questions. Monsieur Cabran. Oui, c'est docteur. En tout cas, vraiment, je tiens vraiment à te féliciter voilà, pour vraiment cette présentation et puis cette formation.
Je pense qu'elle elle est très instructive. Et comme tu as dit, c'est une introduction. Voilà, je pense que pour ma part, il n'y a pas grand-chose à dire. OK. Voilà, certainement que je voudrais que tu reviennes. Bon, je ne sais pas si tu as fermé, mais les résultats des modèles là. C'est-à-dire, il y a une partie où on met omission là. Voilà, les omissions, voilà. OK, On a ici. très souvent, ouais, on a très souvent rencontré ces problèmes-là, d'omission-là, lorsqu'il y a une collinéarité, en fait, OK. entre des variables. C'est-à-dire, tu peux mettre même des données temporelles, et puis tu vas voir que si les deux variables s'expliquent là, ça peut sortir comme ça aussi. OK. OK. Maintenant, il y a le fait que quand c'est des variables Daming, voilà, les variables Daming peuvent poser ce problème-là. Oui, effectivement, parce qu'on a vu grade, Voilà, et ça exactement. prend la valeur 1 ou 0. Exactement. Hein. Les variables Daming, c'est comme quand tu es en train d'analyser, par exemple, tu veux discriminer les pays anglophones des pays francophones, par exemple. Effectivement. Voilà, tu vas voir que si tu as mis une variable pour capter ça, forcément, ça va sortir cette question. Okay. Parce qu'en réalité, les données de panel que vous voyez là, c'est la transposition des séries temporelles, en fait. Voilà, c'est vrai que la dimension individuelle est là, mais les données de panel, même dans leur fonctionnement, sont plus concentrées sur le volet temporel. Voilà. C'est pour cela que vous allez voir que quand le volet temporel est très petit, ça commence souvent à poser des problèmes. C'est pour cela que j'avais voulu même que plus tard, on ait vraiment des discussions sur ces questions de temps et autres là. Parce que même les micro-panels, les gens, par exemple, quand tu fais N fois T, c'est N fois T qui donne le nombre d'observations. Effectivement. Voilà, donc tu vas voir que moi, par exemple, dans ma thèse, vous allez voir, dans ma thèse, j'avais 14 pays et puis j'avais 11 ans. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc tu vois que le N et le T là, c'était même l'échantillon même était petit. Par exemple, j'ai travaillé sur la CDAO, ouais. Donc ça fait que souvent les résultats, ça joue beaucoup sur les résultats, quoi. Parce que normalement, l'estimateur il devient convergent quand la taille de l'échantillon devient beaucoup plus importante, quoi. C'est ça. Voilà, souvent on a discuté des chercheurs, ils disent que plus le degré de liberté là, c'est le nombre d'observations moins le nombre de paramètres en fait à estimer. Donc on s'est dit qu'en données de panel, il n'y a pas de problème, puisque le nombre d'observations c'est N fois T, ça devient plus important. Mais vous allez voir qu'il y a des modèles même qui sont conçus où c'est limité en fait, c'est limité. Effectivement. C'est-à-dire en fonction du nombre de paramètres, voilà, il y a des échantillons en fait. En fonction du nombre de variables que tu utilises, il faut que la taille de l'échantillon respecte un certain nombre de critères. C'est ça. Voilà, et ça, ce sont des programmes que les auteurs mettent dans Stata, mais dont on ne sait pas quoi. Voilà, je me suis rendu compte par exemple une année que on ne pouvait pas estimer un ADL quand la taille de l'échantillon dépasse un certain niveau. C'est-à-dire que si tu dois mettre, par exemple, 3 variables, il faut que la taille du panel atteigne un certain niveau. Effectivement. Voilà, non, mais ce sont des informations dont on n'a pas souvent connaissance. Ça. Parce que ce n'est pas nous qui avons programmé tous ces trucs-là dans Stata et autres. Là. Donc, ça nous pose souvent des problèmes, quoi. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion plus tard vraiment de pouvoir bien creuser là-dessus, quoi, et puis essayer de bien comprendre ce que vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, Merci, docteur. c'est ce que je voulais ajouter, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Merci. Ça nous fait vraiment plaisir de voir l'un de nos enseignants assister à notre workshop. Vraiment, merci beaucoup. Comme on le dit communément, merci beaucoup, chef. Ok. Ok, si Oufoué est connecté, moi je vais rendre l'antenne. Voilà. Pour le reste du programme. Ok. Oufoué ou Emmanuel ou Eddy, il y a quelqu'un qui est connecté. Ok, merci encore, Monsieur Yves Poivran, pour cette brillante démonstration et introduction à l'économétrie.
pour nous qui sommes novices. Je pense bien qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si tu vas prendre la personne, Monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Oui, OK, oui. OK. Oui, OK. Oui, monsieur Kofi. Alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Innocent Kofi et je tiens déjà à remercier RMD Silla pour déjà cette initiative et également M. Cabon pour la brillante présentation. Et moi, je reviens un peu en amont parce qu'en fait, je suis climatologue. Je me demande en fait l'applicabilité de ces modèles-là, n'est-ce pas, dans mon étude. C'est ce qui justifie déjà même mon choix. Je me dis que, voilà, la science étant universelle, je pourrais retranscrire, en fait, ça dans mes analyses, en fait, climatiques. Et tout au long de votre présentation, j'ai fait l'effort, en fait, de voir l'applicabilité. Et là, puisque nous sommes au thème de la présentation, j'aimerais déjà exposer un peu cela pour voir si, en fonction de votre connaissance plus large, vous pouvez déjà me donner cette confirmation-là, parce qu'on a beaucoup parlé d'économie et parler de climat, c'est parler de pluviométrie, de données journalières, c'est parler de température et tout ça. Donc, si en fonction de votre connaissance plus large, vous pouvez déjà me situer un peu et me donner des pistes également de réflexion. Merci. OK, merci beaucoup, monsieur Kofi. OK, merci pour cette question. Nous voyons que l'économie, ce n'est pas seulement la macro, hein. Il y a, il y a un pan de l'économie qui étudie l'environnement. Et votre question se situe dans ce cadre-là. Par exemple, vous êtes climatologue, bon, on ne sait pas si c'est ça, vous êtes climatologue, vous voulez faire une analyse. Voilà. Est-ce que on peut également voir ça sur l'impact de la pluviométrie, un exemple, hein, sur les résultats agricoles. On peut essayer de voir ça. On peut étudier les données climatiques des individus, c'est-à-dire quoi? Côte d'Ivoire, Burkina et autres, mais en relation. Est-ce que c'est parce que la production de telle denrée ou bien de telle denrée a baissé? Est-ce que cela s'explique par le fait que cette année, il n'a pas plu bien, il y a eu la sécheresse? On peut mettre en relation, on peut dire, bon, OK, aujourd'hui, si on n'a pas eu une bonne production, c'est dû au fait qu'on n'a pas eu un climat vraiment favorable. On peut toujours calibrer, on peut toujours envoyer dans ce sens-là. On peut mettre en relation climat économique. Et ça, c'est l'économie de l'environnement, bon, l'économie agricole, tout ça qui conceptualise ça. Donc, on peut même appliquer ça. Mais il faut à la base, que c'est une méthode économique, il faut à la base qu'il y ait un intérêt économique dans ce que vous voulez implémenter. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai l'un de nos docteurs qui est connecté, s'il pourra ajouter quelque chose. Docteur Kwame. Oui. Voilà, sa préoccupation. Voilà, et il a dit qu'il est spécialiste de l'environnement, et, bon, pas, du climat et autres. Et comment est-ce qu'on peut appliquer les données de panel dans ce domaine-là? Voilà. Okay. Donc, si vous avez des éléments à apporter à ce niveau. Bon, je pense que ça va dépendre du type d'analyse qu'il veut faire. Hein. Est-ce que c'est une analyse microéconomique qu'il veut faire ou c'est une analyse macroéconomique? Je pense qu'il y a une discipline qui s'est développée dans ce domaine-là, qu'on appelle la macroéconomie du climat. Voilà, ça dit c'est une discipline de la macroéconomie qui va trouver des solutions, voilà, mettre en œuvre des politiques économiques de façon globale, quoi, pour gérer les questions du climat, là. Bon, moi, présentement, je travaille avec une dame, là. Il travaille sur la question de la variabilité climatique et son lien avec les inégalités des revenus, en fait, à l'échelle macroéconomique. Voilà, donc je ne sais pas exactement le type d'étude que notre ami veut faire,
Donc, s'il nous soumet son projet qu'on essaie d'analyser, on pourra certainement mieux le guider, quoi, en fait. Ou bien lui faire des propositions en termes de modèles ou bien de données, etc., quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. OK. Ah. OK, monsieur Kofi. D'accord. Alors là, je vous soumets. En fait, j'analyse l'impact des changements climatiques sur l'itinéraire technique de la culture du coton. Et donc, il s'agit pour moi de voir les facteurs climatiques qui influencent en fait les étapes de toutes les étapes de la culture en fait du coton, partant même de la préparation des sols à la récolte. Voilà. Donc, c'est tout ça que je dois mettre ensemble pour aboutir à des résultats et à la fin, je prévois une projection pour voir en fait le devenir de cette culture-là compte tenu des conditions climatiques qui de plus en plus entraînent, n'est-ce pas, d'énormes difficultés au niveau de la culture de notre denrée, qui est le coton. Oh, OK, merci. Je veux juste savoir, cette étude-là est basée, là je m'adresse à M. Kofi, cette étude-là concerne combien de pays? Est-ce que ce sont des villes, des pays, ou c'est dans une zone, ou bien c'est sur la Côte d'Ivoire que cette étude est implémentée? Ok, j'allais même poser la question de savoir si mon étude devrait forcément intégrer les autres pays, parce que là, on parle de Côte d'Ivoire, Burkina. Mais il faut dire que je travaille en fait à l'échelle du bassin cotonnier qui en fait est le nord du pays, toute la zone cotonnière. Donc, c'est vraiment pas une étude sous-régionale ou bien bon, qui va au-delà en fait de nos frontières. OK. OK. Maintenant, l'étude, c'est-à-dire quoi? C'est sur une période, c'est-à-dire quoi? Je prends un exemple, hein. C'est de 2010 à 2020 ou c'est en une seule année? Ok. En climatologie, on a pour habitude de travailler en fait sur 30 ans, vu que c'est Ah, OK, l'étude OK, OK, d'état OK. moyen. Je vois, je vois. En fait, je voulais juste savoir, voir la dimension temporelle, quoi. Voilà. Et là, je pense que cette analyse-là, plus c'est dans une zone spécifique et que on collecte des données au fur et à mesure dans le temps. Je pense que dans ce cas, la méthode la mieux, la bonne méthode serait une analyse en série temporelle, puisqu'on a une seule unité statistique, c'est-à-dire le bassin, vous avez dit le bassin, bon, bassin cotonnier, Le bassin voilà. cotonnier. Voilà, ça, on considère le bassin cotonnier que c'est comme un seul individu où on observe les différentes variabilités sur 30 ans au niveau de la météo. Donc, on voit que l'année 1, on parle de l'année 1 jusqu'à l'année 30. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, c'est une unité statistique qui est observée sur plusieurs temps. Donc, ce qui est approprié à cette analyse, ce n'est pas les données de panel, mais c'est une analyse en série temporelle. Une analyse en série temporelle. On aura des présentations là-dessus, en série temporelle. OK, merci Yves. Je vois que le temps est imparti. Ce que je vais dire à M. Kofi pour mieux peaufiner son étude, c'est d'écrire à ARMD Lab à l'adresse qui sera envoyée, c'est-à-dire l'adresse email qui est là. Comme ça, on aura le temps de mieux échanger puis mieux peaufiner pour une meilleure orientation. Je vois qu'il y a utilisateur aussi qui a élevé la main. Je ne sais pas si c'est pour une intervention. Rapidement, comme il se fait déjà attendre, nous allons passer aux informations. Utilisateur, vous avez la parole, vous avez 2 minutes, rapidement. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Oui. Ah, d'accord. Bon, comme vous venez de le dire tout à l'heure, voilà, dans le même sens que M. Kofi,
Voilà, vu que moi également, je suis en année de Master 1, mais comme vous avez dit concernant la question du mail, voilà, je pense bien que je vais vous laisser un mail après pour qu'on puisse échanger sur la question également des modèles. D'accord, OK. Merci bien. D'accord. Et encore une fois, merci à M. Yves Kouaban pour ce temps de partage et merci à chacun d'entre nous aussi pour les échanges qui, je pense, ont été enrichissants. Et rapidement, nous allons donner quelques informations. La première information concerne la formation intensive qui est organisée par RMDC Lab et elle débutera le 19 août pour prendre fin le 30 septembre. Et pour la formation en question, il y a au total, nous aurons au total 7 modules de formation, dont 2 modules seront des modules au choix. Donc déjà, les 5 premiers sont des modules fixes qui seront dispensés et les 2 autres seront des modules au choix. Donc déjà, pour ceux qui sont inscrits, qui ont déjà fait le choix de leur module, vous allez recevoir un mail comportant toutes les informations nécessaires et aussi sur le mode de paiement également. Bon, pour cette formation, il faut dire que ça sera une formation intensive. Chaque module se fera en 3 heures de temps. Donc, 1h30 de présentation, 1 heure de démonstration et puis 30 minutes d'échange. Aussi, à côté de cette formation intensive, nous offrons aussi des formations groupées. Je prends un exemple. Peut-être vous êtes une équipe, vous êtes un groupe et vous avez peut-être un sujet spécifique sur lequel vous souhaitez avoir une formation particulière. Vous pouvez nous écrire et nous allons définir les différentes modalités pour qu'on puisse ensemble effectuer cette formation. Et la troisième information porte sur pour ceux qui étaient à notre premier workshop introductif en douceur, c'est-à-dire le mois dernier. Nous avons évoqué le fait que nous aurons, au fur et à mesure, nous avons évoqué le fait que nous aurons également, comment on appelle ça, une série, excusez-moi, nous avons évoqué le fait que nous aurons nous allons mettre à la disposition, voilà, de tous ceux qui le souhaitent, des logiciels pour pouvoir, comment on appelle ça, suivre, pour l'utilisation. À supposer que vous voulez faire une analyse dans votre domaine et vous avez besoin d'un logiciel spécifique. RMDC Lab va dans ce sens proposer des services où il y aura des logiciels qui seront mis à votre disposition, vous pourrez les utiliser. Et dans le courant du mois d'octobre, nous allons vous apporter les informations plus précises sur cette option. Donc déjà, nous vous informons que le processus est en cours, nous avons enclenché le processus. Nous allons jusqu'au mois d'octobre, excusez-moi, jusqu'au mois d'octobre, voilà, vous donner toutes les informations nécessaires quant à ce volet. Donc déjà, voilà un peu les différentes informations que nous avons et nous vous encourageons aussi à visiter nos pages web, nos pages YouTube, ainsi que nos pages, pour ceux qui sont également sur, comment on appelle ça, nos groupes WhatsApp, où vous recevez également des informations. Donc, vous pouvez visiter nos différentes pages, que ce soit LinkedIn, que ce soit nos pages web, que ce soit nos pages YouTube et autres. Et aussi, si vous avez des préoccupations, vous voulez comment on appelle ça, vous avez des sujets pour lesquels vous avez besoin d'orientation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez nous écrire à notre adresse email pour qu'ensemble nous puissions échanger, peaufiner ce qu'il y a à peaufiner à votre niveau pour que vous puissiez aussi avancer. Et ensemble, je pense bien que c'est ensemble que la recherche ivoirienne gagnera en qualité et également en impact en ce qui concerne le développement de notre nation. Donc, je vais demander à Eddy s'il a d'autres informations sous la main. S'il n'y a pas d'autres informations, nous allons clore notre séance. Eddy? OK. Il me fait savoir que ça va. Donc, ce sont là toutes les informations que nous avons. Donc, déjà, retenez qu'à partir du 19 août, la formation intensive débutera. Donc, toutes les personnes, du moins, qui sont inscrites, recevront un mail pour toutes les autres informations. Donc, sans prendre encore votre temps, nous avons déjà, je dirais, épuisé 12h30
c'est un samedi, un week-end. Donc, il y a d'autres activités qui sont prévues, peut-être de façon individuelle à votre niveau. Nous n'allons pas prendre trop votre temps. Nous allons vous dire merci d'avoir participé à ce workshop et on se dit à très bientôt pour d'autres workshops. Sans oublier, Eddie vient de partager notre page YouTube, donc vous pouvez cliquer là-dessus, vous pouvez vous abonner à notre page pour pouvoir recevoir les notifications quand il y a de nouveaux posts. Donc, on se dit à très bientôt pour les prochains workshops. Et il y aura aussi également des vidéos sur nos pages donnant des astuces en ce qui concerne certaines analyses. Donc, je vous conseille vivement à vous abonner pour être au parfait de toutes les informations, de toutes les actualités que nous aurons à poster sur nos pages YouTube. Sur ce, je vous remercie et passez un agréable week-end.